Bienvenue à toutes et à tous aux conférences du Centre de culture numérique de l'Université de Strasbourg. Ça fait à peu près plus de 10 ans maintenant que nous organisons des conférences, des formations et des ateliers aux usages du numérique. Pour ce qui concerne ces trois volets, nous essayons en tout cas d'être au plus près des questions que vous pouvez vous poser. Et comme on en parle depuis quelque temps maintenant, cette fin d'après-midi, on va parler blockchain. Alors, sur tous ces applications, on va pas trop entrer dans les détails techniques, mais on va quand même avoir un aperçu de son fonctionnement. On va surtout parler des enjeux qui sont derrière le développement de cette technologie et de ses applications. Et en particulier de son impact potentiel dans le registre économique. Alors ce soir, c'est Rémi Guichardas qui nous a fait l'honneur donc d'accepter de faire ce webinaire et de nous éclairer sur cette question. Il est, d'un point de vue de son métier d'enseignant-chercheur en sciences économiques, son travail de recherche au Bureau d'économie théorique et appliquée porte justement sur les thématiques en lien avec la propriété intellectuelle et l'innovation. Il s'intéresse également à l'histoire de la pensée économique. Et en ce qui concerne le thème de l'innovation, il s'intéresse particulièrement à l'impact du numérique sur la propriété intellectuelle et de ce fait à son rôle dans les bouleversements du secteur industriel et commercial. Voilà, si j'oublie quelque chose, il me corrigera, et sinon, quoi qu'il en soit, je lui cède la parole pour sa présentation. Merci. Merci Rodrigue. Bonsoir à tous. Alors oui, je me suis intéressé au sujet de la blockchain par le truchement de la propriété intellectuelle, et notamment dans les industries culturelles et créatives. Et ma présentation va se diviser en deux grandes parties. Une partie qui, malheureusement, mais en même temps, je pense que c'est important d'avoir quand même les mécanismes en tête. Une partie un peu technique mais vulgarisée, d'accord, et on va y aller pas à pas pour savoir comment fonctionnent certaines blockchains, et ça permet un petit peu aussi d'avoir un recul critique sur l'information qu'on peut avoir sur ce type de technologie. Et une deuxième partie où il y a certains exemples qui sont liés aux industries culturelles et créatives, notamment sur l'industrie musicale, parce que c'est par ce biais-là que je me suis intéressé à la blockchain, qui vont vous permettre de voir aussi les applications, les business models, les entreprises qui peuvent fleurir à partir de cette technologie. Voilà, donc deux parties pour la présentation. Et encore une fois, je fais un détour par des aspects en guillemets techniques qui ne sont pas évidemment abordés de façon technique. En tout cas, je l'espère. Alors, une première difficulté quand on parle de ce sujet, c'est justement de considérer la blockchain comme étant une entité monolithique, voilà, uniforme, alors que c'est un petit peu comme la technologie d'Internet en quelque sorte. C'est une technologie qu'on va dire générique, transversale, et donc c'est fait souvent peu sens de parler de la blockchain en général, d'avoir une appréciation générale de la blockchain en tant que technologie unifiée. Parce qu'il y a autant de blockchains que de projets, que d'objectifs derrière ces blockchains, avec des gouvernances très différentes. Néanmoins, si on va avoir un élément de définition, on va dire, commun à toutes ces blockchains, on peut à minima définir donc la blockchain comme une technologie de registre distribué, c'est-à-dire une infrastructure qui réplique, partage et synchronise des données. Donc, imaginez par exemple un grand livre ou un fichier Excel, pour être trivial, sur lequel on va ajouter des données. On va les ajouter sous forme de blocs, ou même de chaînes de blocs, et on va revenir sur ce terme bien sûr après. Et surtout, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on va pouvoir enregistrer ces données, les synchroniser, les partager, sans administrateur central. C'est-à-dire sans que quelqu'un soit dédié à l'entretien de ce livre de compte, de ce registre, qui a en guillemets la plume et l'encre pour pouvoir enregistrer les données. Il n'y a pas cette personne. Alors, j'ai mis d'ailleurs le terme anglais entre parenthèses parce que je le trouve plus transparent et je trouve qu'il n'a pas d'équivalent en français, qui est bookkeeper. Donc, celui qui va tenir le livre de compte, celui qui va entretenir, synchroniser le livre de compte et l'avoir en sa possession. Il n'y a pas ce bookkeeper dans le système des blockchains. Et on va voir comment, évidemment. C'est un peu tout l'enjeu de comprendre comment. Alors, pour en tout cas la première partie de la présentation, on va se
concentré principalement sur des blockchains dites publiques, parce qu'on voit qu'il y a des blockchains privées ou on va dire des blockchains pour des organisations, des entreprises, qu'on appelle aussi de consortium. Là, on va s'intéresser vraiment aux blockchains publiques, qui sont celles dont on entend parler tous les jours dans l'actualité. D'accord? Et on va s'intéresser principalement au Bitcoin. Pourquoi? Parce que c'est la première blockchain c'est pas la blockchain la première qui a été créée, mais c'est en tout cas la plus connue et l'une des premières. Et c'est celle qui a aussi cette ambition, on va dire crypto-monétaire, voire monétaire, enfin on y reviendra. Et dans une moindre mesure, l'Ethereum, puisque c'est la deuxième blockchain la plus populaire, c'est celle sur laquelle se développe le maximum d'applications et de programmes informatiques liés à la blockchain aujourd'hui. Et donc, si on veut comprendre ensuite les modèles d'affaires et les modèles d'usage de la blockchain, il faut s'intéresser aussi à Ethereum, même si je serai beaucoup plus rapide dans les considérations techniques liées à Ethereum. Alors, si on veut définir ces blockchains dites publiques qui soutiennent des crypto-monnaies, on peut les définir par 4 points, voilà, de façon très générique. Alors, en fait, une blockchain, c'est quoi? Une blockchain publique comme Bitcoin ou Ethereum, c'est un ensemble de protocoles. Alors là aussi, ne voyez pas rouge. Protocole, c'est quoi? C'est des règles. Pensez à des règles de gouvernance, par exemple. Voilà, qui a le droit de modifier quoi, qui a accès au registre, etc. Bon, voilà, ce sont des protocoles. Et ces protocoles, ils sont traduits en langage informatique et ils sont mis en œuvre par un logiciel pour le profit, pour le bénéfice de ses utilisateurs, d'accord? Et ce logiciel va supporter, en tout cas prendre en charge, ce qu'on appelle une crypto-monnaie. Alors, dans le cas du Bitcoin, la crypto-monnaie, c'est le Bitcoin, ce qui fait que c'est un peu ambigu de savoir, des fois on se réfère à la blockchain, des fois on se réfère à la crypto-monnaie, Bitcoin c'est la même chose. Et pour Ethereum, la crypto-monnaie qui est gérée par cette blockchain, c'est l'Ether. Je vais d'abord m'intéresser, comme je l'ai dit, au Bitcoin. C'est vraiment la plus célèbre et c'est celle qu'on a en tête spontanément, d'ailleurs, je pense, lorsqu'on parle de la crypto-monnaie. Et je vais essayer de vous restituer les mécaniques principales de cette blockchain. Alors, pour ceux qui sont déjà versés dans le sujet, je vais un petit peu truander les explications techniques. Et pour ceux qui ne sont pas versés dans le sujet, ils vont quand même pouvoir comprendre des choses. En tout cas, je l'espère. Alors, pour comprendre d'abord, avant de passer sur les aspects un peu mécaniques techniques, entre guillemets, il faut d'abord s'intéresser au projet du Bitcoin. En fait, pour comprendre une blockchain, puisque, encore une fois, il y a autant de blockchains que de projets, il faut s'intéresser au projet qu'il y a derrière la blockchain. Et donc, aux objectifs du porteur de projet. Si on s'intéresse aux objectifs du Bitcoin, il faut s'intéresser donc à un certain Satoshi Nakamoto, donc c'est un pseudonyme, on ne sait pas vraiment qui c'est, mais qui a fondé le Bitcoin en 2008. Et son but, c'est en quelque sorte de créer un cash ou de l'argent en espèces, mais digitalisé. Si on veut caricaturer les choses, dans notre système monétaire actuel et dans notre système de paiement actuel, on a deux types de monnaie. Alors évidemment, c'est une dichotomie qu'on peut largement discuter. Les économistes ne seraient pas forcément trop d'accord avec cette dichotomie, mais ça permet d'illustrer le propos. On a de la monnaie en espèces, de la monnaie cash, des billets et des pièces de monnaie. Et on a de l'autre côté de la monnaie scripturale qui est maintenant prise en charge par des interfaces numériques, des sites web, des applications bancaires, etc. Avec votre banque, votre application Boursorama, votre application Banque Populaire, etc. D'accord? On a ces deux types de monnaie. Évidemment, ça reste de l'euro ou ça reste du dollar, mais c'est deux types de monnaie différents. L'avantage du cash, si par exemple je prends un exemple de Alice qui veut transférer 20 euros à Bob parce qu'elle achète des produits à Bob, l'avantage que Alice et Bob ont à échanger avec du cash, c'est que c'est sans frais. C'est sans frais, il n'y a pas d'intermédiaire dans l'histoire. Alice est sur une place de marché, elle donne 20 euros en billets de banque à Bob et l'échange a lieu. Le transfert de valeur est effectué. Alors évidemment, le principal inconvénient de la monnaie cash, c'est qu'on ne peut pas payer à distance. Alors on pourrait imaginer que Alice, par voie postale, envoie 20 euros à Bob. Mais bon, vous voyez, c'est compliqué, ça pose des problèmes si le cash se perd. Personne ne fait ça dans la réalité. Plus personne ne fait ça. Et ce que va faire Alice, si elle veut payer à distance Bob, elle va faire un virement bancaire. Donc tout le monde connaît ça. On a un IBAN, BIC, sur une interface bancaire parce qu'on est dans une banque, on s'est inscrit, on s'est logué sur l'interface et on rajoute l'IBAN de Bob et on vire l'argent à Bob. Bon, très bien. Tout de suite, on voit la différence avec le cash. C'est qu'ici, évidemment, j'ai un tiers de confiance qui intervient, qui est la banque. En vérité, il y a toute une myriade d'intermédiaires derrière toute cette interface avec notre IBAN qu'on ne soupçonne pas. Il n'y a pas que notre banque, il y a des intermédiaires techniques, il y a la banque de Bob aussi. L'histoire se complique considérablement si en plus on a deux zones monétaires différentes. Si par exemple Alice veut transférer 20 euros à Bob, mais que Alice est dans un pays dollar ou dans une zone dollar. Vous voyez, donc il y a toute une interface technique et bancaire et financière qui se met en place pour faire en sorte que Alice et Bob puissent échanger à distance. Mais évidemment, ces intermédiaires occasionnent des frais de transaction, des coûts, soit sous forme de frais de tenue de compte, soit sous forme
voilà, de frais de transaction ou de frais chargés sur la transaction directement, etc., etc. Oui, Cécile, j'aborderai un petit peu les aspects non financiers aussi dans la deuxième partie de la présentation. Un petit peu, mais peut-être pas sur les secteurs que vous énumérez, mais on pourra en discuter ensuite dans la conversation. Alors, c'est évidemment un problème qui est des intermédiaires. Enfin, c'est un problème. C'est pas un problème parce que ça rend un service. Alice peut transférer maintenant de l'argent à Bob à distance, mais ça crée des frais de transaction, d'une part, et ça nécessite d'avoir la confiance dans les intermédiaires. Et ça expose donc potentiellement, et c'est là où on voit aussi que le Bitcoin a un projet un petit peu libertarien, en guillemets, enfin même pas en guillemets, hein, d'ailleurs, en tout cas initialement les fondateurs du Bitcoin ont cette philosophie libertarienne, c'est que quand vous mettez un tiers de confiance dans l'histoire, vous êtes potentiellement exposé à de la censure. Ça veut dire que le tiers de confiance pourrait très bien censurer votre transaction. Alice pourrait très bien ne pas pouvoir transférer à Bob de l'argent parce que le tiers de confiance, qui est la banque ou les banques, refuse la transaction. Alors on pourrait se demander à quelles conditions. Imaginez par exemple, enfin il n'y a pas besoin d'imaginer, il y a des exemples aujourd'hui assez parlants comme voilà le fait que les banques russes sont sorties du système SWIFT par les Européens et les Américains avec la guerre en Ukraine. Donc une partie des transactions, alors système SWIFT, c'est le système actuel de transfert et des paiements internationaux avec les banques actuelles, et ils sont sortis du système au forceps par les Américains et les Européens pour des raisons que l'on comprend bien. Et donc une partie des transactions de particulier à particulier ou d'entreprise en entreprise avec une zone rouble versus une zone euro, zone dollar est devenue impossible. Donc on s'expose quand on fait face à un tiers de confiance potentiellement à une censure de la part du régime politique pour censurer la transaction, pour que le tiers de confiance ne fasse pas l'opération. Et en plus, il y a des frais de transaction. Donc vous voyez, ça pose des questions de confiance. Et derrière ça, quand Satoshi Nakamoto cherche à créer un système de paiement cash sans intermédiaire, il veut combiner le meilleur des deux mondes. Il veut un système cash, c'est-à-dire sans intermédiaire, sans frais de transaction, ou très peu, et sans tiers de confiance, donc sans des transactions qui pourraient être potentiellement exposées à la censure, d'accord, ou un refus de transaction. C'est un peu ça qu'il a en tête comme projet, Satoshi Nakamoto, quand il fonde la blockchain Bitcoin. Donc, vous voyez la philosophie aussi politique qu'il y a derrière ça, en tout cas initialement. Ensuite, le Bitcoin peut avoir des usages qui sont plutôt dans le spéculatif, qui n'ont pas grand-chose à voir avec cette philosophie politique. Voilà. Donc, la question qu'on va se poser, et je vais évidemment expliquer ça pas à pas, toutes les slides ne sont pas forcément à lire, voilà, je te suivre mon propos. En plus, elles sont traduites de l'anglais de façon un peu approximative. Donc, la question qu'on va se poser, c'est comment on fait pour avoir un système donc de type Bitcoin, c'est-à-dire un système de transfert de valeur décentralisé, sans bookkeeper, sans système bancaire, sans intermédiaire de confiance. Avec cette précision, au passage, que pourquoi le tiers de confiance comme la banque est indispensable dans un système de paiement à distance, avec monnaie scripturale numérisée ou digitalisée, c'est parce qu'évidemment, dans le scénario de Alice et Bob, quand on est sur des paiements à distance, sans tiers de confiance, on pourrait être tenté, ou Alice pourrait être tentée, dans mon exemple, encore une fois, de transférer 20 euros à Bob, tout en maintenant sur son solde les 20 euros qu'elle a pourtant transférés, ce qu'on appelle la duplication d'argent, la duplication monétaire, ou ce qu'on appelle de la double dépense. Donc vous imaginez bien qu'un système où Alice peut unilatéralement transférer de la valeur à Bob, mais aussi la garder pour soi, c'est un système qui ne fonctionne plus. Tout le monde peut imprimer de la monnaie, en guillemets, digitalement, sans limite, ça ne fonctionne pas. Ce qui n'est pas le cas avec le cash. Quand Alice donne 20 euros, le billet 20 euros à Bob, forcément, le billet de 20 euros n'est plus dans la poche d'Alice. Donc ce problème ne se pose pas dans le monde physique, mais dans le monde digital, dans le monde de la monnaie scripturale, ce problème se pose. Et les banques sont là pour certifier que 20 euros a bien été transmis à Bob et que les 20 euros d'Alice ont été irrémédiablement soustraits de son solde en faveur de Bob. Il sert à ça, en fait, ces tiers de confiance. Donc, comment on fait quand il n'y a pas de tiers de confiance dans le système? Comment le Bitcoin permet à se passer de ce tiers de confiance? Une première façon de répondre partiellement, évidemment, à cette question, c'est d'abord de comprendre que dans le système Bitcoin, alors c'est pas forcément le cas dans Ethereum, mais dans le système Bitcoin, on raisonne en guillemets pièce par pièce ou coin par coin, on va dire pièce par pièce ou par Bitcoin, par unité de Bitcoin. Je m'explique sur ce point. Quand comme Alice transfère 20 euros à Bob, et admettons elle est 50 euros sur son solde, elle puise 20 euros sur les 50, indépendamment de savoir si c'est 1 euro, enfin, peu importe l'origine, peu importe les euros qu'elle utilise. Tout est mélangé, les euros sont mélangés et en tout, ça forme 50 euros. Alors que dans le système Bitcoin, Alice doit désigner spécifiquement certains coins
pour arriver à 20 bitcoins, si elle veut transférer 20 bitcoins à Bob, elle doit les désigner spécifiquement. C'est comme si chaque bitcoin était en quelque sorte unique, bien que la valeur soit toujours un bitcoin. D'accord? Donc en fait, pour chaque paiement, Alice doit spécifier exactement quelle pièce elle va dépenser. D'accord? Et donc, elle va mentionner ces pièces, elle va désigner ces pièces qu'elle va transférer à Bob en mentionnant en fait les transactions précédentes via lesquelles ces 20 coins sont d'abord arrivés sur son compte. Pour qu'Alice ait par exemple 20 coins sur son compte, peut-être que précédemment, elle a vendu des objets ou des services à Charles, et Charles lui a transféré 20 coins, ou 15 coins, ou 3 coins, et puis après, peut-être une autre personne lui avait transféré d'autres coins, bref. Mais en tout cas, pour transférer ces 20 coins à Bob, cette fois-ci, Alice doit mentionner les coins, enfin les transactions précédentes via lesquelles elle a reçu les coins dans un premier temps. D'accord? Voilà, donc elle désigne ses coins, d'accord? Et ensuite, elle les envoie à Bob. En tout cas, elle demande au système Bitcoin, pour être exact, de les envoyer à Bob. À cela, Alice rajoute une signature électronique pour authentifier que c'est bien elle qui a donné l'ordre d'envoyer ces 20 bitcoins à Bob. Cette signature électronique, c'est via un système cryptographique que je n'explique pas. C'est pas forcément très compliqué à expliquer dans un premier niveau d'analyse, mais ça prend du temps. Donc on appelle ça une clé privée. Avec sa clé privée, Alice, elle a vraiment une clé privée numérique. Elle donne un tour, si vous voulez, dans une serrure et ça signe. Donc ça y est, la signature d'Alice, la signature électronique d'Alice est associée à la transaction. Donc elle authentifie bien que c'est elle qui va envoyer 20 bitcoins à Bob. Et l'ensemble des membres du réseau peuvent vérifier en fait que c'est bien Alice la donneuse d'ordre de ces transactions, de ces coins-là, grâce à sa clé publique, qui est son adresse publique à Alice, mais c'est lié au système cryptographique. Mais en gros, l'ensemble des membres du réseau, par ce jeu cryptographique que je n'explique pas, peut vérifier que c'est bien Alice qui a donné l'ordre d'envoyer les 20 bitcoins qu'elle a désignés comme étant ceux qu'elle a utilisés pour payer Bob à Bob. Donc il y a une vérification, si vous voulez, en guillemets communautaire. D'accord? Ça, c'est lié à un jeu de clé privée, clé publique qu'on appelle de cryptographie asymétrique. Encore une fois, c'est pas si compliqué que ça à comprendre, mais je l'explique pas ici pour pas perdre trop de temps. Voilà, mais comment ça marche une transaction de Bitcoin? On désigne des Bitcoins spécifiques qui nous appartiennent, on signe électroniquement la transaction et ensuite on demande au réseau de la valider. Et le réseau valide par ce jeu de cryptographie, vérifie bien que la signature est conforme à l'émetteur et que par ailleurs les Bitcoins sont bien dans le portefeuille de l'émetteur et qu'il y a bien une quantité suffisante de Bitcoin. Au passage, ça veut dire, et je passe à la slide juste après, que pour chaque Bitcoin, il y a un historique de toutes les transactions que le Bitcoin a effectuées dans le passé. C'est comme si vos billets de banque contenaient toute l'information des transactions passées effectuées avec ce billet de banque, même celles que vous avez, donc d'autres personnes qui ont possédé ce billet de banque et qui l'ont utilisé pour échanger. C'est pour ça, et que c'est pas un abus de langage de ce point de vue-là, qu'on dit que les blockchains publiques, en tout cas les blockchains publiques telles que Bitcoin, sont transparentes de ce point de vue-là. Toutes les transactions sont visibles par tous pour chaque coin utilisé. Donc il y a une transparence ici complètement intégrale. Alors évidemment après, derrière le Alice, on peut avoir un pseudonyme et ça ne peut pas être Alice, ça peut être quelqu'un d'autre qu'on n'est pas dans la réalité, hein, évidemment. Mais les transactions effectuées sur le Bitcoin, sur ce système Bitcoin, sont de ce point de vue-là transparents, en tout cas auditables, visibles par tous. Bon. Alors, comment, une fois qu'on a un peu compris cette intuition-là, évidemment que je résume à grands traits, on se va poser la question de comment coordonner, maintenir la liste des données transactionnelles sur le registre, sans faire appel à l'administrateur central. Comment l'information est partagée? Comment, lorsque Alice demande au système Bitcoin, à la communauté Bitcoin, de valider sa transaction de 20 coins vers Bob, comment cette information-là est partagée? Comment elle est transmise aux autres? Voilà, il y a une réponse assez simple, en tout cas, si on sait ce que c'est le fonctionnement de pair à pair, mais je vais vous l'expliquer rapidement. En fait, le registre Bitcoin sur lequel les transactions sont notifiées, sont enregistrées, et en fait partagées à l'ensemble du réseau Bitcoin. Donc, toutes les personnes qui sont membres du réseau Bitcoin, qui rentrent dans le système Bitcoin, alors pour faire simple, c'est pas tout à fait vrai, mais ont un exemplaire de l'intégralité des transactions passées et qui sont en cours dans le système. C'est comme si tout le monde était bookkeeper. Voilà, tout le monde est teneur du livre, tout le monde est bookkeeper, puisque tout le monde a un exemplaire du livre. Et comment est synchronisé les données? Par un système de pair à pair, c'est-à-dire qu'en fait, en partie, les informations sont transmises par les nœuds du réseau, par un système de pair à pair et ce qu'on appelle
un protocole de bavardage, dont je ne rentre pas dans le détail ici, mais l'information est transmise. Oui, donc effectivement, alors c'est pas actualisé, enfin c'est presque actualisé en temps réel. On va y revenir un tout petit peu, Thomas, sur cette question. Mais donc en fait, tout le monde est bookkeeper, tout le monde se partage l'information en permanence des transactions par un système de pair à pair, si vous voulez, puisque tout le monde, encore une fois, détient le livre de compte. Donc il n'y a pas un seul acteur, par exemple une banque, qui détiendrait le livre de compte, qui note les transactions et qui vérifie que tout le monde a le solde qui correspond à la conclusion des transactions. Non, tout le monde fait ça en permanence parce que tout le monde est bookkeeper. Donc vous voyez bien qu'ici, il n'y a plus vraiment l'idée de l'influence d'un tiers, puisque tout le monde est au même niveau. C'est un système très horizontal de ce point de vue-là. Et donc, il n'y a pas possibilité pour, par exemple, un État de faire pression sur un bookkeeper en particulier pour censurer une transaction, pour X, Y motif politique, puisque, encore une fois, tout le monde est bookkeeper, et donc il faudrait censurer il faudrait pouvoir faire une pression politique sur l'ensemble du réseau qui est transnational. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Pour renvoyer à des choses qui sont peut-être plus identifiées de votre part, le fonctionnement pair à pair, c'est un fonctionnement qui a été utilisé dans les logiciels des années 2000-2010, lorsque certains d'entre nous sont peut-être, en guillemets, amusés à télécharger des fichiers musicaux ou de films de façon illégale. On a utilisé, par exemple, le logiciel uTorrent, Emule, etc. Ce sont aussi des fonctionnements de réseau pair à pair. Donc, c'est à peu près ce type de mécanisme-là qui est au cœur du partage de l'information et de la synchronisation des données sur le Bitcoin. Alors, vous voyez, la traduction du logiciel pour mes slides ne sont pas forcément bien faites. Bon, voilà. Donc, une fois qu'on a expliqué ça, il reste quand même un problème. Et c'est pas un petit problème. C'est comment l'ensemble des bookkeepers, qui sont autant de membres du réseau, vont se synchroniser et se mettre d'accord sur quelle transaction à inscrire par rapport à une autre. Puis comment on va ordonner le nombre les transactions. Vous imaginez bien que par seconde ou par minute, il n'y a pas que Alice et Bob qui demandent à faire des transactions. Il y a une pléthore de personnes qui réclament à effectuer des transactions sur le registre. Donc, comment les membres du réseau vont s'entendre sur l'ordre de transactions à valider? Donc, pour ça, il y a une première astuce que le système Bitcoin a mis en place, c'est de ne pas raisonner de transaction par transaction, mais de raisonner par lot de transactions. C'est-à-dire que si on raisonne transaction par transaction, ça va être trop intense, trop rapide. Il y aura trop de transactions qui vont être réclamées, être validées dans le réseau. Les bookkeepers, c'est-à-dire les membres du réseau, vont pas pouvoir avoir assez de temps pour se coordonner et se synchroniser. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va raisonner par lot de transactions. Et comment on appelle un lot de transactions? On appelle ça un bloc, tout simplement. Un lot de transactions, c'est un bloc. Un bloc, vous imaginez que c'est un carton vide à l'intérieur. On met des transactions. Donc, il y a plusieurs transactions réunies dans un carton vide qui est un bloc. Et on va on va se synchroniser ensemble, nous, bookkeepers, sur l'ordre des blocs plutôt que sur l'ordre des transactions à inscrire dans le livre. Donc, en fait, on ralentit la procédure de saisie de données. D'accord? En raisonnant par bloc plutôt que par transaction. Pour des raisons que j'explique pas ici, on pourrait y revenir si vous voulez, le protocole Bitcoin, il est conçu pour qu'un bloc, encore une fois un carton vide dans lequel on va mettre des transactions, comme celle de Alice et Bob, le protocole Bitcoin est conçu pour qu'un bloc soit créé toutes les 10 minutes environ. Environ toutes les 10 minutes. Voilà. Alors, autre question subsidiaire liée à ce système, c'est comment désigner la personne dans le réseau qui va pouvoir inscrire dans le registre le nouveau bloc et les transactions qui vont être mises dedans. D'accord? Comme il n'y a pas un seul bookkeeper avec une seule plume ou un seul stylo, si vous préférez, pour noter les transactions sur le registre, il faut bien que néanmoins quelqu'un, au bout d'un moment, tienne le stylo, si vous préférez, par métaphore, hein, et note des transactions sur le registre, ou note en tout cas un bloc dans lequel il y a des transactions sur le registre. Donc, comment on va faire pour désigner cette personne? Puisqu'encore une fois, il n'y a pas un seul bookkeeper, il n'y a pas d'hiérarchie, il n'y a pas un bookkeeper chef, etc. Donc, comment on se débrouille? Là, on va mettre en place une solution. Alors, c'est là où je vais rentrer dans des considérations un peu techniques et qui renvoie à une question qui est dans le chat sur le caractère énergivore, en tout cas du Bitcoin. C'est moins le cas pour Ethereum aujourd'hui. C'est un jeu de hasard. On va mettre en place un jeu de hasard. Imaginez une espèce de loterie pour désigner les créateurs de blocs. D'accord? Et ce jeu de hasard, il prend un peu de temps pour se résoudre, pour être effectué. Il prend environ 10 minutes. D'où le fait que le Bitcoin valide un bloc toutes les 10 minutes pour être résolu, ce jeu de hasard.
Donc le jeu de hasard, il s'adresse pas nécessairement aux utilisateurs du Bitcoin qui veulent échanger de la valeur, comme Alice et Bob. Il va s'adresser à d'autres membres du système Bitcoin qu'on appelle des mineurs. C'est comme ça qu'on les appelle, puisque leur rôle c'est de miner des blocs, c'est-à-dire de gagner le jeu du hasard, enfin le jeu de hasard en question, en échange de récompenses, mais j'y reviendrai. Donc, comment s'appelle ce jeu de hasard? C'est la fameuse preuve de travail, ou proof of work en mauvais français, hein, qui est donc en fait très énergivore, j'y reviendrai, et qui est donc basée sur mathématiquement ce qu'on appelle une fonction de hachage. Donc, c'est la fonction SHA-256. Donc, c'est une fonction mathématique, je sais pas, comme une fonction affine. C'est beaucoup plus complexe qu'une fonction affine. Hein, je sais pas, x plus b, 3x plus 2. Bon, ben là, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, comme n'importe quelle fonction en mathématiques, vous mettez en entrée quelque chose, un x, et ça va sortir f de x. Là, ça va sortir, en l'occurrence, la fonction de hachage sort à chaque fois 64 caractères de lettres et de chiffres. Donc, quel que soit ce que je mets en entrée, ça peut être du texte, ça peut être une image, ça peut être des données transactionnelles, ce que vous voulez, ce qui va ressortir à la fin de cette fonction de hachage, c'est 64 caractères de chiffres et de lettres. Bon. Pour l'instant, vous voyez pas trop le but du jeu et comment ça fonctionne, mais on va y venir. Alors, cette fonction SHA-256, encore une fois, à chaque input, chaque entrée, elle sort 64 caractères. Elle est déterministe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois que je mets le même input, la même entrée, j'aboutis à la même sortie, aux mêmes 64 caractères. Bon. Elle est également cryptographique en guillemets, dans le sens où si je n'ai que 64, si c'est que la sortie face à moi, j'ai que les 64 caractères qui sont face à moi, il est impossible pour moi de deviner l'input. D'accord? Donc je peux pas remonter de l'output vers l'input, de la sortie vers l'entrée. De la même façon, une très légère modification de l'input, donc supposez que je mette une phrase et qu'après je reprends la fonction SHA et je mets une phrase et je rajoute une virgule, ça va aboutir à deux outputs, deux séries de 64 caractères très 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 différents. C'est un comportement un peu erratique, un peu chaotique si vous préférez. Il n'y a pas de logique, en guillemets. Et enfin, il n'y a pas de collision, ça veut dire que deux inputs différents aboutiront toujours à 64 caractères différents. Voilà, c'est un petit peu le comportement de cette fonction sur le plan mathématique. Et on va voir à quoi ça sert. Alors, à quoi ça sert? Alors là, l'écran est un peu petit. Alors, en tout cas, sur mon écran, je ne sais pas si vous voyez, mais je vais vous montrer. Alors, je vais vous lire une phrase un peu barbare et je vais vous l'expliquer. Donc, le jeu de hasard du Bitcoin, ça consiste à faire quoi? Ça consiste à demander aux mineurs, donc ce jeu de proof of work, de trouver un hash, donc un output de la fonction SHA, qui soit conforme à ce qu'on appelle un nombre cible, ou une target en anglais, qui peut être trouvé de façon aléatoire en faisant varier un nonce. Alors on se dit, oula, qu'est-ce que c'est cette affaire? J'ai rien compris. On va reprendre la métaphore du minage. Vous avez des mineurs, dans une mine, leur but, c'est de casser des rochers, des pierres, pour trouver éventuellement des pépites d'or. Bon. Et bien, sachez que, avec ça, comment font les mineurs? Ils ont des pioches. Et ben le nonce, ce fameux terme, la nonce, on ne sait pas trop ce que c'est les pioches. C'est des pioches. C'est l'outil de minage, en quelque sorte, des mineurs. Bon. Alors, je vais vous donner un exemple. Alors, je ne sais pas si sur votre écran, ça apparaît de façon aussi chaotique que sur mon écran, et j'en suis désolé dans ce cas-là, c'est un peu petit. Mais bon, la fonction SHA-256, vous pouvez la trouver en ligne. Hein. Vous tapez SHA-256 sur Google, vous avez accès à la fonction et vous pouvez vous amuser à mettre des fichiers, à écrire des phrases et à voir l'output que ça sort. Donc, par exemple, moi, j'ai écrit la phrase. Alors, imaginez que c'est une transaction, hein, un transfert de valeur de Alice à Bob. Moi, j'ai mis une phrase parce que c'est un peu plus ludique. J'ai mis le message I love Red Hot Chili Peppers Rock Band. Voilà, j'aime le groupe de rock Red Hot Chili Peppers avec un point d'exclamation dans la phrase. Et quand on fait tourner la fonction SHA-256 avec cet input en entrée, la sortie, vous voyez, cette espèce de série de chiffres là, 2, 3, 6, 2A, etc., là, qui ne veulent absolument rien dire, un peu imbuvable, c'est la sortie de la fonction. Bon, très bien. Et ben, ce qu'on va demander aux mineurs, c'est de reprendre la donnée, I love Red Hot Chili Peppers Rock Band, de la faire varier un tout petit peu avec le nonce, et je vous expliquerai juste après ce que c'est le nonce, de sorte à ce que la sortie, donc le hachage, la sortie, hein, H, commence par 0. Voilà, c'est juste une contrainte, c'est ce qu'on appelle le niveau de difficulté du jeu. Il faut que vous trouviez le bon nonce pour que la sortie de I Love Red Hot Chili Peppers Rock Band commence par 0.
Donc, comment on fait alors, de façon un peu métaphorique, parce qu'ils font pas vraiment comme ça, mais les mineurs reprennent la donnée transactionnelle ou la donnée texte, la donnée image. Donc là, I love Red Hot Chili Pepper Rock Band. Ils rajoutent le nonce. Ici, c'est un chiffre. Enfin, c'est un chiffre, là, c'est 1. Et ils regardent si ça commence par 0. Non, le hash en sortie ne commence pas par 0. Mince alors, j'ai pas réussi à miner. Qu'est-ce que je fais? Donc, je donne un coup de pioche, si vous préférez. Hein. Je mets I love Red Hot Chili Peppers 2. Et je regarde si ça commence par 0. Donc, je redonne un coup de pioche. Bah là, non, ça ne commence pas par 0. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en l'occurrence, c'est jusqu'au nonce 22 qu'il faut aller, qu'il faut calculer, pour aboutir à un hash qui commence par 0. Et là, c'est 0,11. Donc, I love Red Hot Chili Peppers Rock Band 22, donc avec le nonce 22, donne bien un hash commençant par 0. Donc, j'ai bien atteint mon nombre cible, mon niveau de difficulté du jeu. Et ça y est, j'ai le droit de miner ce bloc. Alors, en l'occurrence, ça, c'est cette transaction ou cette donnée. Mais imaginez que c'est un bloc, la blockchain qui résume, enfin, qui va ensuite, on va rajouter les transactions dessus. J'ai le droit de miner le bloc parce que j'ai réussi le premier à trouver le bon hash qui est conforme au nombre cible, ici commençant par 0. Grâce au nonce ici 22. Ça pourrait être un autre nonce. Hein, voilà, c'est aussi bête que ça. En gros, on reprend la donnée, on fait varier le nonce et on cherche à atteindre le nombre cible. Ici, ça commence par le fait que le hash commence par 0. Alors, de façon un peu plus concrète, ça nécessite ce genre d'exercice de mobiliser des cartes graphiques et des ordinateurs, des calculs par carte graphique, etc., par des processeurs assez importants et qui sont très énergivores. J'y reviendrai juste après, mais il faut s'imaginer ici d'avoir des ordinateurs qui calculent, qui font varier des nonces pour essayer de trouver le hash conforme au nombre cible, d'accord, et avoir l'espoir de miner le bloc. C'est un peu l'idée. Voilà. Alors, une dernière précision par rapport à ce jeu de proof of work. Donc, encore une fois, le mineur qui parvient à trouver un hash conforme au nombre cible a le droit de prendre le stylo en quelque sorte du cahier, du registre blockchain, et d'inscrire son bloc, d'accord, de pouvoir être celui qui va miner le bloc et donc ajouter un bloc à la chaîne. Et là, je vous passe l'explication en détail, mais en fait, le hash qu'il doit calculer doit faire référence au hash du bloc précédent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a forcément une séquentialité qui permet d'ordonner les transactions, d'ordonner les blocs entre eux, puisque je ne peux miner que le bloc 67 si et seulement si le bloc 66 a déjà été publié et miné, puisque je dois faire référence au hash du bloc 66 pour pouvoir trouver le hash du bloc 67. Et ainsi de suite. Pour avoir pu miner le bloc 66, forcément, les mineurs ont dû attendre que le bloc 65 soit publié, puisque le bloc 66 doit faire référence au hash du bloc 65, etc., etc. Donc, il y a ici cet ordonnancement des blocs se fait par intrication de hash successifs, de output de la fonction FHA256. Et donc, ça, en fait, l'idée plus ou moins facile à avoir en tête, c'est l'idée des poupées russes. En fait, on a une imbrication des blocs entre eux. Et qui crée un ordonnancement successif des blocs entre eux. D'accord? Comme on va le voir, c'est cette intrication des blocs entre eux, le fait qu'on fasse référence aux blocs passés, qui garantit ce qu'on appelle l'immuabilité des données enregistrées sur la blockchain, le fait qu'on ne puisse pas les remettre en cause, qu'on ne puisse pas revenir sur les transactions passées ou les données chaînées passées, et qui protège de la double dépense, c'est-à-dire cette fameuse attaque de double dépense, qui serait le fait que Alice, par exemple, triche un peu en donnant 20 bitcoins à Bob et en gardant néanmoins 20 bitcoins. On va exemplifier ça. On va voir que cette caractéristique de poupée russe, c'est ce qui permet de résoudre en quelque sorte ce problème de double dépense. Alors comment? Alors là aussi, c'est un petit peu... c'est pas forcément compliqué, mais il faut encore s'imaginer le scénario. Hein. On va imaginer une chaîne de 20 blocs. Alors évidemment, sur la blockchain, il y a beaucoup plus que 20 blocs aujourd'hui. Surtout qu'encore une fois, un bloc est ajouté toutes les 10 minutes. Et on part du principe qu'Alice souhaite modifier le bloc 15, qui contient une transaction psi, bon peu importe, ça c'est juste pour une transaction X ou Y, peu importe. Une transaction sur laquelle elle a envoyé 20 bitcoins à Bob. Et elle voudrait remplacer cette transaction par une transaction phi, dans laquelle Alice se rembourse à une autre adresse. Donc ce qu'elle veut faire, c'est qu'elle veut revenir dans le passé, en quelque sorte, revenir dans le passé du registre, modifier le bloc 15, d'accord? Et au lieu modifier une transaction du bloc 15, laquelle, cette transaction, la transaction où Alice donnait 20 bitcoins à Bob, elle voudrait remplacer par Alice donne 20 bitcoins à une autre adresse qui appartient à Alice. Comme ça, en fait, elle fait une double dépense. Dans le passé, il y a environ 50 minutes, puisque c'est toutes les 10 minutes et qu'on est au bloc 20,
elle a payé 20 bitcoins à Bob et sans doute en échange, elle a dû avoir un service ou un bien. Et en fait, elle veut modifier le registre pour se redonner 20 bitcoins tout en ayant bénéficié du service ou du bien. Donc elle veut en fait faire de la double dépense, en quelque sorte. Hein. Alors évidemment, Alice, elle peut pas proposer aux autres membres du réseau cette nouvelle version de la chaîne dans laquelle le bloc 15 serait modifié à son avantage, car le hash du bloc 15 initial ne veut pas correspondre au hash du bloc 15 qu'elle a modifié. Puisque rappelez-vous, tout input, même s'il diffère très légèrement l'un de l'autre, va donner des outputs, des 64 caractères très différents. Donc forcément, si je modifie le bloc 15, ou si Alice modifie le bloc 15, forcément, ça doit être un autre hash qui va sortir. Une autre série de 64 caractères qui va sortir. Il n'y a pas de collision, hein, c'est ce que j'avais expliqué tout à l'heure. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Alice n'a pas d'autre choix que de recalculer ou de calculer le hash du bloc 15 modifié. D'accord? Elle a modifié une transaction dans le bloc 15, elle doit recalculer le hash du bloc 15, elle doit refaire en fait une preuve de travail. Mais rappelez-vous, comme le bloc 16 fait référence au bloc 15 initial qui lui-même, et que le bloc 17 fait référence au bloc 16, que le bloc 18 fait référence au bloc 17, etc. Si Alice veut modifier le bloc 15 en recalculant son hash, comme par intrication les autres blocs postérieurs au bloc 15 sont aussi intriqués par le hash du bloc 15, elle doit recalculer le hash du bloc 16, recalculer le hash du bloc 18, du 17, du 18, du 19 et du 20. Puisque, encore une fois, les hashes de ces blocs font référence au hash du bloc initial 15. Donc, pour pouvoir convaincre les autres que sa version de la blockchain est la bonne, elle doit recalculer tous les hashes du bloc 15 jusqu'au bloc 20. D'accord? Puisqu'encore une fois, il y a une intrication des hashes entre eux, des outputs entre eux. Donc, si je modifie un output dans un maillon de la chaîne, tous les blocs successifs ensuite doivent être modifiés. Enfin, tout doit être recalculé. D'accord? Et en fait, à moins que Alice, pour faire ça, Alice doit donc doit être assez rapide, donc c'est-à-dire disposer d'une puissance de calcul et donc d'un parc informatique d'ordinateurs suffisamment grand pour reminer le bloc 15, le bloc 16, le bloc 17, le bloc 18, le bloc 20, plus tous les autres blocs qui vont s'ajouter toutes les 10 minutes, et essayer d'être plus rapide que ça, pour pouvoir reminer tous ces blocs et avoir des hashes cohérents, pour ensuite proposer cette nouvelle version de la chaîne aux autres nœuds de la chaîne. Donc elle doit avoir une puissance de calcul en fait qui est phénoménale. Parce que je vous rappelle que le calcul de la fonction h, c'est quelque chose d'aléatoire. Il faut qu'elle ait réuni une puissance de calcul, là je rentre pas dans le détail de pourquoi du comment, mais qui est très très forte. Pour un petit peu matérialiser ça, alors là c'est un peu, visuellement on se dit qu'il y a plein de chiffres, mais c'est pas très compliqué à lire. Je vous donne une intuition via ce tableau. Alors je pense que vous devez voir mon curseur. Vous avez ici 2 dimensions dans ce tableau. Vous avez ici le nombre de blocs qui est au-dessus du bloc qu'on veut modifier. Donc dans l'exemple d'Alice, il y a 4 blocs au-dessus du bloc qu'on veut modifier. On veut modifier le bloc 15, mais il y a 20 blocs qui ont été publiés dans la chaîne. Donc il faut que je recalcule le hash de 4 blocs en plus. D'accord? Et supposons que Alice ait 2% de la puissance de calcul totale disponible dans la communauté, enfin dans le système Bitcoin. Donc elle représente 2% des mineurs en termes de puissance de calcul. Sa stratégie de double dépense, consistant à modifier la direction de la transaction Alice Bob vers Alice Alice, a 0,001% de chance d'aboutir. Donc c'est très faible. Et si on rajoute des blocs, on a l'intuition que c'est encore plus compliqué parce qu'il faut calculer encore plus de hash et on tend vers 0. D'accord? Alors évidemment, quelqu'un qui arrive à lire le tableau un peu rapidement pourrait se dire « Ok, mais que se passe-t-il » Alors Jérôme, ça va répondre à votre question. Que se passe-t-il si précisément Alice n'a pas 2% de puissance de calcul du réseau, mais plus de 50%? 50 et 0,1% par exemple. Ah là, il y a un truc qui pose problème, c'est que, et je l'explique pas vraiment pourquoi, mais effectivement, si Alice réunit 50,01% par exemple de la puissance totale du réseau, elle a la garantie que son attaque de double dépense s'effectue. Elle va avoir tout pouvoir de modification unilatérale de la chaîne, la republier avec des bons hash cohérents et donc le faire valider. Et ce, quel que soit le nombre de blocs qui est postérieur au bloc qu'elle souhaite modifier. Vous voyez, c'est 100% de partout ici. Donc là, elle a une garantie que sa double attaque réussisse. Alors on peut se dire, alors la blockchain Bitcoin, ou les blockchains en tout cas qui fonctionnent sur Proof of Work, c'est quand même pas tellement fiable. Là, on parle d'une technologie qui est trustless, c'est-à-dire sans confiance, c'est-à-dire sans intermédiaire de confiance. Mais quand on voit ces résultats, on n'est quand même pas forcément très assuré.
Alors, justement, c'est un petit peu toute la beauté et à la fois le côté un peu vertigineux de ce système. C'est, est-ce que cette attaque de 51% est vraiment crédible? Imaginez-vous dans la place d'Alice. À la place d'Alice. Vous possédez plus de la moitié de la puissance de calcul du réseau, ce qui est déjà très difficile à réunir. Hein. Bon, voilà. Ce qui signifie que vous allez miner plus de la moitié des blocs. Et donc, vous allez gagner plus de la moitié des récompenses distribuées sur le réseau. J'ai pas encore détaillé ce système de récompenses, mais quand vous arrivez à miner un bloc, vous êtes récompensé en Bitcoin. Donc, votre activité va devenir très rentable si vous laissez, voilà, si vous avez plus de 50% du réseau. Donc, si vous vous amusez à modifier unilatéralement un bloc de la chaîne à votre avantage, forcément, puisque tout le monde va le voir, hein, puisqu'encore tout est transparent, ça va provoquer une diminution très rapide de la confiance envers le réseau. Et donc, en gros, le Bitcoin va valoir très rapidement zéro. Tout le système Bitcoin va s'effondrer, puisqu'on va avoir des gens qui vont arrêter d'utiliser le système Bitcoin, puisqu'ils vont voir que quelqu'un a 51% de la puissance du calcul du réseau et s'en sert pour double dépenser. Donc, vous imaginez bien que le cours du Bitcoin, du jour au lendemain, il vaut zéro. Ça ne vaut plus rien. Donc, et comme la puissance de calcul à réunir pour atteindre 51%, et encore une fois, est très cher financièrement, et c'est des ordinateurs par centaines, en fait, Alice n'a aucun intérêt à s'aborder le réseau. Si elle s'aborde le réseau en faisant une attaque de double dépense, en fait, elle investit à pure perte tout le matériel informatique qu'elle a acheté en dollars ou en euros, hein, et tous les calculs qu'elle a dépensé, enfin tous les calculs qu'elle a fait tourner avec les cartes graphiques, enfin les cartes les puces électroniques, s'écroulent en fait. Tout cet investissement est à pure perte. Et donc, c'est pourquoi, en fait, un ou des mineurs qui arrivent à réunir 51% du réseau n'ont aucun intérêt à attaquer le réseau, en tout cas à double dépenser, parce qu'en fait, ils se tirent une balle dans le pied sur le plan financier. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a observé dans l'histoire du Bitcoin. Il y a eu des coalitions de mineurs qu'on appelle des pools de mineurs qui ont atteint ou étaient pas loin de dépasser les 50% de la puissance de calcul. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces pools de mineurs, pour garder la confiance dans le réseau? Il y a une partie des mineurs qui sont allés dans d'autres pools, d'autres coalitions de minage pour refaire baisser le seuil de ce pool de mineurs à, je sais pas, 20, 30, 40% du réseau, de la puissance de calcul du réseau. De sorte à ce que la confiance dans le système ne soit pas attaquée et que les mineurs puissent continuer leur activité de façon rentable. Puisqu'encore une fois, les mineurs, c'est ce qu'il faut bien retenir ici, sont rémunérés en bitcoins. Donc, lorsqu'ils minent un bloc, ils sont rémunérés en bitcoins. S'ils s'abordent le réseau, le bitcoin vaut 0 $ ou 0 €. Et dans ce cas, tous leurs investissements sont partis en fumée. Voilà. Donc, vous avez ces jeux de coalition qui des fois, voilà, sont. Alors oui, vous avez des pools. Alors, je vois la remarque de Régis. Alors, tout dépend après dans les pools où sont les serveurs. Donc, c'est un peu compliqué de savoir après ce que c'est un pool, quelle est l'unité d'analyse de ce qu'est une coalition de mineurs ou de pools de mineurs. En tout cas, l'idée à chaque fois, hein, c'est qu'il n'y ait pas une coalition qui puisse menacer, qui puisse entacher la confiance dans le réseau. Vous voyez, c'est en fait ici, c'est un argument qui n'est absolument pas technique. Hein. C'est un argument qui est complètement humain de ce point de vue-là. En gros, on en appelle à l'avis bien intéressé des individus, ici l'avis intéressé des mineurs, pour faire en sorte que le système reste intègre. Et comment on intéresse les mineurs à l'intégrité du réseau? Eh ben, on les intéresse en les rémunérant en bitcoins. Donc en fait, la loyauté dans le réseau, en guillemets, loyauté dans le sens d'avoir des informations validées, et non double dépensé, est garanti par le fait qu'on rémunère en Bitcoin. Voilà, donc là je vais pas forcément aller là-dessus. Je suis déjà sur 3/4 d'heure sur cette partie-là, donc on va passer sur la voilà. Donc on va passer sur Ethereum. Donc là, je vous ai exposé le fonctionnement à grands frais du système Bitcoin, son fonctionnement, voilà, pour émettre de la crypto, enfin pour émettre et échanger de la crypto-monnaie. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Bitcoin, c'est un petit peu la première génération des blockchains. Pour caricaturer aussi, là, je fais des simplifications un petit peu excessives. La seconde génération de blockchain, c'est notamment celle qui est représentée par Ethereum, qui est un ensemble de protocoles écrits en code aussi, hein, exécutés par un logiciel Ethereum, etc. Et ici, la crypto-monnaie associée, c'est l'Ether. Alors, pour des raisons que je n'ai pas forcément expliquées et que je ne maîtrise pas forcément non plus intégralement, hein, je suis un économiste, je ne suis pas un informaticien, le langage Ethereum est beaucoup plus flexible pour programmer dessus que le langage blockchain. Il est langage Turing complet notamment, bon, peu importe. Et il peut supporter des programmes informatiques qui vont fonctionner dans la blockchain Ethereum. Ces programmes informatiques sont souvent appelés, même si c'est pas que ça,
des contrats intelligents, c'est-à-dire en fait des protocoles, hein, des lignes de code qui s'exécutent automatiquement lorsque des conditions sont remplies dans la blockchain. Donc ça permet de faire des transactions financières en Ether ici, hein, qui sont plus complexes, puisque vous pouvez conditionner le versement de telle valeur, de tel transfert de valeur ou tel transfert de valeur à Alice ou Bob selon telle ou telle condition. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de smart contract, de contrat ou de conditionnalité de transfert de valeur intelligente, parce que auto-exécuté. Il faut savoir aussi que la gouvernance de Ethereum est bien plus formalisée, en tout cas bien plus explicite que la gouvernance Bitcoin, même si c'est encore une fois de l'open source, etc., hein, et qu'il n'y a pas d'administrateur central. Il y a quand même son fondateur, Vitalik Buterin, qui est le principal animateur, on va dire, de la communauté autour d'Ethereum, avec un écosystème qui développe des applications, finance des couches de programmation sur Ethereum, avec donc des grandes entreprises. Hein, vous avez Intel, JP Morgan, Microsoft, etc. Même si encore une fois cette blockchain se passe également de bookkeeper. Et je n'explique pas encore une fois ici la mécanique, parce que Ethereum, contrairement à Bitcoin, ne repose plus sur le proof of work, la preuve de travail que vous expliquez juste avant et qui est très énergivore. Depuis 2022, depuis septembre-octobre 2022, Ethereum est passé dans un autre système de validation des blocs qui s'appelle le proof of stake, preuve d'enjeu, que je vais pas expliquer ici parce que c'est assez compliqué à comprendre. Enfin, les principes de base sont faciles à comprendre, mais pour vraiment restituer les mécaniques, c'est un autre monde. Et ce système-là ne repose pas, pour faire simple, sur de la puissance de calcul informatique et donc est beaucoup moins énergivore. Alors, je vous détaille pas les courbes ici que vous avez de consommation de Bitcoin d'un côté et d'Ethereum, mais ce qui est intéressant, c'est de regarder la courbe d'Ethereum. Vous voyez que au passage du proof of work au proof of stake, donc qui s'est fait septembre-octobre 2022, on a une consommation énergétique qui a été réduite en guillemets à néant. Et donc qui est beaucoup moins énergivore que le Bitcoin, hein, qui est vraiment une catastrophe écologique de ce point de vue-là. Hein. Bon. Autre considération, alors c'est pas encore fait, c'est en cours d'élaboration. La fondation Ethereum a l'ambition, avec une technique du sharding, qui est une forme de réplication de la blockchain Ethereum, d'être capable de traiter beaucoup plus de transactions par seconde que ce que ne fait le système actuellement. À titre de comparaison, le Bitcoin aujourd'hui, avec son bloc ajouté toutes les 10 minutes, il est capable de prendre en charge, on va dire en moyenne 3, 4, 5 transactions par seconde. Les cartes Visa que vous avez avec vos cartes bleues, il faut savoir qu'elles arrivent à prendre en charge à peu près 2000 transactions par seconde. Vous voyez que le système blockchain Bitcoin est quand même assez lent, assez lourd de ce point de vue-là. Et aujourd'hui, Ethereum est à peu près à 30 transactions par seconde, et avec le sharding, l'ambition de Vitalik Buterin, c'est de monter à 100 000 transactions par seconde. Alors, je vous donne ces détails-là un petit peu, bon voilà, on a plein de chiffres en tête, mais c'est pour vous montrer qu'aujourd'hui, la blockchain en général, s'il y a lieu de parler de la blockchain, en tout cas des blockchains publiques, elles font face à un enjeu qu'on appelle en mauvais français de scalabilité ou de mise à l'échelle. Ça veut dire que les blockchains ont des performances qui sont relativement limitées pour l'instant par rapport à des systèmes de paiement centralisés traditionnels. Et donc, l'enjeu pour les blockchains, ça a été l'énergie. Alors, avec le proof of stake, même si c'est quelque chose qui est assez contesté, discuté dans les communautés de crypto, viserait à résoudre définitivement ce problème de la consommation énergétique. Et le deuxième enjeu, c'est les transactions par seconde, la prise en charge des transactions. Et il y a lieu, hein, en tout cas pour Vitalik Buterin, d'améliorer ce système par le sharding. Bon, voilà. Et c'est pour montrer que voilà, après derrière ces enjeux de scalabilité, il va y avoir des problèmes de business model, développement d'applications, de transformation des entreprises qui vont éventuellement se baser sur ces blockchains. Donc c'est quand même pas un petit enjeu. Alors, ce que je vais faire maintenant, que je vous ai présenté le Bitcoin, je vous ai présenté rapidement l'Ethereum. Encore une fois, pour faire simple, hein, l'Ethereum c'est la nouvelle, on va dire la blockchain 2.0, c'est là où les communautés de développeurs sont les plus actifs. Il y a eu quelques statistiques là-dessus, hein, par rapport au Bitcoin, mais ce qui ne veut pas dire que le Bitcoin est enterré du tout. Hein, c'est juste des blockchains qui ont des objectifs aussi différents, hein, en quelque sorte. Ce que je vais essayer de faire ici, c'est, alors sur la base d'Ethereum surtout, mais en fait sur d'autres blockchains aussi, ça peut être vrai. Je vais essayer de créer une typologie que j'ai fait un petit peu rapidement. Hein, donc c'est une typologie tout à fait discutable et surtout non exhaustive. Des cas d'usage, des business models, des entreprises qui articulent une partie de leur proposition de valeur sur l'écosystème des blockchains, en tout cas des blockchains publiques et aussi privées. On va voir aussi privées ou de consortium.
Bon, le premier cas, c'est les échangeurs, ce que j'appelle moi les échangeurs ou les places de marché. En gros, ce sont les acteurs qui vont faciliter l'acquisition et l'échange de crypto-monnaies. Ce sont des bureaux de change. Alors, j'ai voulu en parler parce que ça me semble intéressant à deux points de vue. D'une part, parce que ça a fait l'actualité il y a quelques mois, voire même il y a quelques semaines. En gros, ces acteurs-là, ce sont des places de marché virtuelles, comme il existe des places de marché pour la bourse. Et il y en a une d'entre elles, FTX, qui a fait faillite. Parce qu'en fait c'était une grosse arnaque. Je rentre pas dans le détail. Voilà, le fondateur et je crois qu'il y a 8 chefs d'accusation qui sont contre lui aux États-Unis, etc. Mais ce qui est intéressant d'observer, c'est que en fait, quand vous êtes un particulier qui veut s'intéresser au monde de la crypto et qui veut acquérir des crypto-monnaies, si vous voulez y jeter, vous devez en fait trouver quelqu'un qui vous accepte de vendre de la crypto-monnaie. Et comme vous ne connaissez pas ces personnes-là, vous devez faire appel à un tiers de confiance, qui est une plateforme, une place de marché, qui va faire l'intermédiaire entre des gens qui vendent de la crypto et vous qui achetez de la crypto. Et donc en fait, vous recréez de la centralité. Vous recréez le besoin d'avoir des tiers de confiance. Donc c'est assez, en guillemets, ironique de voir tout cet écosystème de blockchain qui, sur le papier, lorsque les protocoles sont fiables, je dis bien lorsque les protocoles sont fiables, fonctionnent de manière décentralisée, mais en guillemets, dans la vraie vie, lorsqu'il s'agit de connecter le monde on-chain avec le monde off-chain, il y a des tiers de confiance qui s'installent. Et ces tiers de confiance, surtout parce qu'ils ne sont pas régulés aujourd'hui correctement par les pouvoirs publics, même si c'est en train de changer et que l'Europe n'est pas forcément à la traîne là-dessus d'ailleurs, il y a des tiers de confiance qui sont des arnaques, tout simplement. Et FTX en faisait partie. Donc voilà, c'est les premiers cas d'usage qui me semblaient intéressants de discuter. Évidemment, on pourra ensuite aller plus loin dans la discussion. Le deuxième cas d'usage, et on n'y pense pas du tout, on en parle peu, je trouve, dans l'actualité, c'est ce que moi j'appelle les optimisateurs. En fait, ce sont les acteurs de l'économie traditionnelle qui utilisent la technologie blockchain pour optimiser leur processus interne ou pour améliorer des services existants. Là, j'ai pris un exemple que je connais un petit peu parce que je travaille sur ce secteur, encore une fois, dans l'industrie musicale. C'est l'exemple de la SACEM qui a fait un partenariat avec la blockchain française Tezos pour proposer un nouveau service ou améliorer un service existant de la SACEM qui est en fait la preuve d'antériorité des créations artistiques. La preuve d'antériorité, c'est quoi? Alors là, je pense qu'il y a peut-être des juristes dans la salle, ils sauront expliquer ça mieux que moi, mais en gros, quand vous créez une propriété, quand vous créez une œuvre, s'il y a des enjeux de plagiat, etc., pour prouver que c'est bien vous qui avez été l'auteur de cette œuvre, il faut prouver l'antériorité, il faut prouver il faut montrer que c'est vous qui avez créé l'œuvre. Une façon de le montrer, c'est de mettre l'œuvre sur la blockchain, puisqu'il y a un système de redatage, etc. La blockchain, comme elle est en guillemets falsifiable par ses imbrications de blocs, etc., c'est un registre assez intéressant pour prouver l'antériorité d'une œuvre ou d'un actif, d'une création. Et la SACEM s'est associée avec Tezos pour créer Music Start. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette blockchain, c'est une blockchain en fait semi-privée, semi-publique. Tous les maillons de la chaîne n'ont pas les mêmes droits. La SACEM a des droits administrateurs qui sont plus importants que Kidam Ducoin qui peut consulter la blockchain, qui sont peut-être encore Donc vous voyez, il y a une forme de hiérarchie. Et d'ailleurs, dans la description de la page internet du Music Start, vous avez, alors ça se voit peut-être pas très bien dans la capture d'écran ici, mais la phrase suivante, la SACEM comme tiers de confiance. Donc pour donner du crédit au projet, la SACEM s'assume en tant que tiers de confiance, qu'il a aussi, et un peu en contraste avec, en tout cas, la philosophie des blockchains publiques, comme Ethereum et Bitcoin, qui veulent se passer des tiers de confiance. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que l'usage de la technologie, elle se fait un petit peu à rebours de la philosophie initiale de la blockchain, en tout cas dans sa version publique, et elle sert à optimiser des processus, à améliorer, fiabiliser des services existants. Et je pense que la plupart des applications blockchain aujourd'hui qui sont intéressantes et on va dire un peu éprouvées sont dans cet ordre-là. Et vous avez dans il y a le tourisme, là je vois Yasmine, dans la supply chain alimentaire, des applications de cet ordre-là. Le troisième acteur que j'ai essayé de typologiser, c'est ce que j'ai appelé ici les nouveaux entrants. Donc, ce sont de nouveaux acteurs qui sont, en guillemets, natifs blockchain ou basés principalement sur la blockchain, qui sont vraiment nouveaux en termes de temporalité, qui sont très récents et donc qui ont vraiment des process qui sont complètement blockchainisés ou fortement, et qui utilisent la technologie pour proposer des services qui concurrencent, des services qui ont déjà existé, qui sont classiques, mais qui concurrencent les acteurs installés, qui sont plus vieux et qui ne sont pas basés sur la blockchain.
Là, je vais juste vous montrer l'exemple d'Etherisk. Etherisk, en fait, alors c'est pareil, ça remet de la centralité, même si ce sont des organisations qui sont assez décentralisées, enfin qui sont assez fortement basées sur la blockchain. Alors si je dois résumer ce que c'est Etherisk, c'est pas forcément facile de prime abord, mais en fait Etherisk, c'est une compagnie blockchainisée en partie qui se propose de vendre des polices d'assurance de vol aérien. Donc en gros, si vous voulez, il y a deux types d'acteurs qui vont se rencontrer sur Etherisk. Ceux qui vont acheter des jetons Etherisk ou des jetons ou ce qu'on appelle des tokens Etherisk, qui sont des espèces de crypto-monnaies très contextualisées dans leur valeur. Donc peu importe, je n'ai pas trop le temps d'expliquer, on y reviendra. Ceux qui vont acheter des jetons Etherisk qui vont fournir des liquidités. D'accord, et ceux qui vont souscrire à des polices d'assurance Etherisk, et qui, avec l'idée évidemment que quand le vol est effectivement en retard ou annulé, les liquidités qui ont été fournies vont servir à rembourser les personnes qui ont souscrit aux polices d'assurance. Et lorsque le vol est arrivé à l'heure, et ben les sommes payées par la police d'assurance, évidemment, a des coûts, il y a des frais de police d'assurance, vont revenir à ceux qui ont fourni les liquidités, tout simplement. C'est comme en fait une compagnie d'assurance, mais qui est décentralisée dans le sens où c'est différentes personnes qui viennent investir dans Etherisk ou qui viennent souscrire à la police d'assurance Etherisk, en sachant que l'ensemble de ces relations qu'il y a entre les différents acteurs sont en grande partie gérées par smart contracts. Et donc en fait, vous voyez, c'est une forme d'organisation ou d'entreprise organisée en réseau, dont l'architecture contractuelle et les relations entre les acteurs sont pris en charge par la blockchain et donc par des smart contracts. Voilà. Bon, c'est un peu flou à expliquer comme ça, on y reviendra peut-être dans la discussion, mais vous voyez, c'est une forme d'organisation réticulaire dont voilà, les relations sont vraiment retranscrites dans un protocole basé sur la blockchain et donc dans des smart contracts. Enfin, les derniers acteurs que j'ai typologisés, là aussi, encore une fois, à la va-vite, une typologie qui n'est pas exhaustive, ce sont les nouveaux acteurs basés sur la blockchain qui donc utilisent la technologie blockchain pour proposer de nouveaux services relatifs à l'écosystème blockchain, puisque les acteurs précédents souscrivent à une police d'assurance pour s'assurer qu'on soit remboursé si le vol n'est pas effectué. C'est une proposition de valeur qui est traditionnelle, ça existe déjà. Ce qui est innovant, c'est le process. Là, on est sur des acteurs qui sont, comme les acteurs précédents, natifs de la blockchain ou très récents et qui sont basés sur la blockchain, mais qui proposent des services qui sont complètement blockchain-based en quelque sorte, qui sont de nouvelles propositions de valeur basées sur la blockchain. Alors là, vous avez deux types d'exemples qui sont relativement différents. Je vais peut-être commencer par Chainlink. En fait, Chainlink, c'est ce qu'on appelle, c'est un oracle. Alors, un oracle, c'est quoi? C'est, là aussi, ça remet de la centralité dans le jeu. C'est un intermédiaire qui va faire la connexion entre des smart contracts et des fonctionnements on-chain, comme un smart contract sur Ethereum, etc., et des données off-chain. Si je reprends l'exemple d'Etherisk. Etherisk, vous êtes d'accord avec moi que le smart contract qui va vous rembourser si vous avez souscrit à une police d'assurance Etherisk, ce smart contract ne doit s'activer que si et seulement si votre vol est en retard ou que votre vol est annulé. Or, ça, la blockchain, par défaut, elle crée juste des crypto-monnaies, des choses comme ça. Elle n'a pas la donnée qui sortirait de nulle part, d'emblée la donnée ou la connaissance que le vol est en retard ou pas. Donc, il faut bien qu'il y ait un acteur quelque part qui rentre dans la blockchain la donnée suivante. Oui, le vol de monsieur X qui a souscrit au smart contract numéro 404 est bien en retard pour que le smart contract s'active en guillemets automatiquement. Donc, vous voyez que le smart contract n'est pas si smart que ça. Il faut quand même qu'il y ait des données ici off-chain qui soient insérées. Et ces acteurs-là qui font cette communication entre des données off-chain et des données on-chain, des smart contracts, ce sont des oracles, et Chainlink est un oracle parmi tant d'autres, avec un fonctionnement là aussi décentralisé, qui lui-même fonctionne sur des smart contracts. En fait, c'est des communautés de personnes qui vont voter pour dire ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai, si le vol est en retard ou s'il n'est pas en retard, avec un système de réputation. Si jamais ils votent mal, parce qu'en fait, il se trouve que le vol est en retard alors qu'ils ont voté qu'il n'était pas en retard, ils vont être sanctionnés. Donc, ils vont pas avoir intérêt à tricher. Donc, vous voyez, c'est une gouvernance de l'incitation et de la sanction comme pour les bitcoins, comme pour l'Ethereum. Donc, vous voyez que ça prend un peu le vertige parce que, en fait, on a des organisations qui sont elles-mêmes
en train d'améliorer le système de blockchain qui est même basé sur la blockchain, qui fonctionne aussi sur la... Enfin, c'est un petit peu vertigineux, mais c'est juste un exemple voilà, intéressant, puisque pour que les applications de blockchain les plus innovantes fonctionnent, il faut mettre des données off-chain, et vous avez des oracles qui fonctionnent de façon plus ou moins décentralisée, de façon plus ou moins smart contractisée, qui remplissent cette fonction. La deuxième entreprise que je voulais détailler, et j'aurais presque fini, donc j'aurais presque tenu le temps, c'est l'exemple de Pianity, une entreprise française qui se propose de vendre ce qu'on appelle des NFT. Donc on en a beaucoup parlé cet été, même si ça s'est quand même pas mal dégonflé dernièrement, des NFT musicaux. Alors, qu'est-ce que c'est un NFT? C'est donc un jeton non fongible ou non-fungible tokens. Un jeton, c'est quoi? C'est quelque chose qui prend de la valeur dans un certain contexte. Pensez à des jetons de casino. Vos jetons de casino, dans le casino, bah, ils valent ce qui est écrit, mais si vous allez payer votre boulanger avec un jeton de casino, il va vous faire la gueule, hein, ça marche pas. Donc, les tokens, hein, c'est des jetons, et donc les tokens ont des valeurs contextuelles. Et l'entreprise Pianity, ce qu'elle propose, c'est de tokeniser des fichiers musicaux en exemplaires limités. Alors, attention, alors c'est pas forcément facile à expliquer, mais c'est l'idée de rendre unique un fichier qui pourtant est disponible par ailleurs sur Internet. Je suis un artiste, je veux satisfaire mes fans peut-être les plus convaincus. Une façon de les satisfaire, c'est par exemple de créer des vinyles ou des CD en édition limitée. Vous êtes d'accord que la musique est contenue dans le vinyle ou dans le CD, elle est par ailleurs accessible sur Spotify, elle est par ailleurs accessible peut-être sur les sites de téléchargement en ligne illégaux. Donc ce qui fait la valeur du vinyle ou du CD, c'est son édition limitée, avec peut-être un packaging soigné, etc. Ben, le NFT musical, c'est le même principe. Ce qui va faire l'intérêt du fichier musical ici, c'est qu'il est en édition limitée, même s'il existe par ailleurs sur Internet. Et qu'est-ce qui va rendre ce fichier musical rare? C'est le fait que à ce fichier musical, qui par ailleurs est disponible sur Internet, c'est le même contenu, hein, sur Spotify, etc., c'est qu'à ce fichier-là en particulier est associé un smart contract qui authentifie, qui donne un certificat d'authenticité de ce fichier-là, qui le rend distinguable des autres fichiers musicaux qui peuvent circuler par ailleurs sur Internet. Donc c'est créer une forme de rareté sur des actifs qui sont pourtant des copier-coller sur le plan informatique, en guillemets. C'est créer de la rareté sur des actifs qui intrinsèquement ne l'étaient pas avec le numérique ou ne l'étaient plus avec le numérique. C'est un peu ça la philosophie du NFT, et ici d'une NFT musicale. Et l'entreprise Pianity commercialise des NFT via des artistes et organiser elle-même en partie en ce qu'on appelle en organisation décentralisée, donc DAO c'est Decentralized Autonomous Organization, donc en gros par smart contract, où c'est la communauté de Pianity qui va par exemple voter pour les artistes les plus en vogue dans la playlist Pianity pour leur autoriser à publier des NFT ou à éditer des NFT. Ils ont un partenariat avec la SACEM, je crois, aujourd'hui, etc., etc. Donc je ne rentre pas dans le détail de l'organisation de cette entreprise, même s'il y a beaucoup de choses à dire assez intéressantes. Mais vous avez voilà une organisation de l'entreprise Pianity qui est basée sur un système de communauté en fait, où des différentes personnes vont voter pour les artistes qui vont avoir le droit d'NFTiser certains de leurs musiques, vont voter aussi pour ce qu'on appelle faire de la curation, promouvoir les artistes sur les plateformes, etc., etc. Vous avez aussi par exemple des blockchains qui récompensent les personnes qui possèdent des panneaux solaires. Je crois que c'est Solar Blockchain qui fait ça. Vous avez voilà, plein de blockchains avec des objectifs différents qui font encore une fois toujours ce même principe de sanction-incitation des acteurs qui sont membres de la blockchain, enfin qui rentrent dans le système de cette blockchain, pour essayer d'avoir des comportements vertueux et vertueux en fonction de l'objectif de la blockchain en question. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il y a autant de blockchain que de projets en fait, blockchain et d'objectifs derrière ces projets. Voilà, bon, on peut y revenir sur cet exemple Pianity ou sur d'autres dans la discussion. Donc voilà, c'était mon dernier exemple. Donc si après je dois conclure, bon, pour être un peu transversal dans tout ce que je viens de dire, je vous ai fait une partie technique, une partie un peu plus illustration par des études de cas. On pourrait vraiment pousser la réflexion bien plus loin, peut-être dans la discussion, mais on pourrait résumer la blockchain comme une architecture socio-technique. Alors sociale, parce que vous avez vu que ça se base quand même sur des éléments de confiance, ou ça se base en tout cas sur une certaine vision de la nature humaine, qui est d'en appeler à des intérêts bien compris des personnes par un jeu de sanctions-récompenses.
et technique, parce que bon, il s'agit de protocoles informatiques et de cryptographie, qui est polymorphe, parce que les formes des blockchains peuvent être tout à fait différentes et les gouvernances sont tout à fait différentes. La blockchain de la SACEM n'a pas grand-chose à voir avec une blockchain de type Bitcoin, et qui vont donc répondre à des besoins très hétérogènes, y compris à des nouveaux besoins qui sont liés à l'écosystème blockchain en lui-même. Donc, on l'a compris, l'institution sociale originellement visée par les cryptoactifs, c'est la monnaie. Il y avait un certain projet politique derrière, notamment du projet Bitcoin, notamment parce que la monnaie pose des questions de confiance assez importantes. On pourra y revenir aussi si vous voulez, et que le système Bitcoin de ce point de vue-là a des propriétés intéressantes, même si je pense que ça pourra jamais être une monnaie à part entière. On pourra en discuter. Mais ça répond aussi, les blockchains, à de nouveaux besoins issus donc de ce capitalisme qu'on connaît aujourd'hui, de plateformes numériques globales, via des créations de communautés qui fonctionneraient en DAO, donc par smart contract, libérés entre guillemets du cadre national, parce qu'évidemment il faut de la régulation. Moi je suis convaincu que de toute façon l'écosystème ne peut pas s'améliorer sans régulation, ou alors des communautés qui valorisent des biens ou des services numériques en coproduction avec par exemple les artistes sur la plateforme Planity. Et évidemment, encore une fois, tous ces nouveaux cas d'usage posent de nouveaux défis aux États et aux institutions monétaires. Il y a certaines réponses qui ont été faites notamment par les institutions monétaires ou par la Commission européenne. Ce qui est un peu paradoxal, à mon sens, c'est que effectivement la philosophie des crypto-monnaies, des blockchains de base, en tout cas sur les blockchains publiques, c'est des philosophies libertariennes qui contestent l'autorité des États et des régulateurs, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Il n'y a pas forcément que des critiques fausses dans ces philosophies-là. Mais en fait, on se rend compte très rapidement qu'on a besoin dans tous les cas des États et des institutions pour que cette technologie puisse offrir son plein potentiel et éviter certaines dérives. Voilà, je vous remercie et n'hésitez pas à intervenir pour les discussions. Je vais consulter le chat aussi au fur et à mesure.